n'empêche que, pour des besoins particuliers de compréhension des cas spécifiques, prière est faite à l'organe de presse de prendre attache auprès du service de communication du ministère de la Justice pour la diligence. Chers confrères, nous nous retrouvons ce soir, une date que nous pouvons qualifier d'historique parce que, pour une première fois, la CRIEF va coopérer officiellement avec les médias guinéens, que je salue de passage, de par leur engagement, de travail à partir sur le terrain. Ainsi, avec la permission de monsieur le chef de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, qui est au présidium accompagné du parquet spécial de la CRIEF, nous allons vous donner l'agenda de la rencontre. L'intervention va commencer par la communication du chef de cabinet, puis nous allons laisser la parole à la CRIEF justement pour sa communication de circonstances. Et juste après, nous allons procéder à des séries de questions-réponses. Si monsieur le chef de cabinet autorise ce canevas, nous allons lui passer la parole. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, monsieur Powell. Moi, je ne vais pas être long. Je pense que j'ai planté le décor. Bonsoir à tous. Bienvenue au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Bienvenue spécialement aux membres du parquet de la Cour de protection des infractions économiques et financières, que nous avons appelé la CRIEF. Chers journalistes, il est très important pour nous que l'opinion nationale et internationale sache ce qu'est réellement la CRIEF. Pour lever ainsi toute confusion sur le fonctionnement des attributions de cette cour spéciale, il ne faut pas que la tribunal les médias afin de donner tous les détails. D'où l'intérêt de tenir cette conférence de presse aujourd'hui. Tout en vous souhaitant bonne compréhension, je vous souhaite une très bonne conférence de presse avec le parquet spécial de la CRIEF. Merci. Merci, monsieur le chef de cabinet. À présent, nous allons passer la parole avec la permission bien sûr du chef de cabinet. La parole au parquet spécial. Ici, la communication de circonstances sera faite justement par un des membres de ce parquet. Il s'agit, comme on le dit toujours, honneur aux femmes, madame Lolita Diallo. On va essayer de déposer les caméras et laisser justement les cadreurs accepter, puisque nous avons des trépieds, de poser les caméras et de libérer un peu la vie pour les autres aussi. Je vous en prie. S'il vous plaît. Madame le procureur, avec votre permission. On va remercier très sincèrement M. le chef de cabinet d'avoir pris son temps pour rester avec nous, ne serait-ce qu'un moment, un petit moment, pour débuter cette conférence de presse. Monsieur le chargé de la communication du ministère de la Justice l'a si bien dit. Mais ce n'est pas la CRIEF qui est devant nous ce matin pour la conférence de presse. C'est le parquet de la CRIEF. C'est important à la préciser. C'est le parquet de la CRIEF qui est devant nous pour la conférence de presse. Les magistrats de siège sont en train de travailler et selon la loi, c'est le parquet qui est chargé de communiquer dans un service judiciaire. C'est pourquoi vous avez là le parquet de la CRIEF devant vous aujourd'hui. Voilà. Donc, tel que monsieur le représentant de la cellule de communication du ministère de la Justice l'a dit, et renforcé par les déclarations de monsieur le chef de cabinet, nous allons, dans un premier temps, exposer
à la face de la Guinée, pour le bonheur de la population, pour l'information fiable. Qu'est-ce que c'est l'APF? Quel a été son contexte de création? Quelles sont ses attributions? Comment fonctionne-t-elle? Et quelles sont les statistiques de ses activités pendant ces mois qui ont précédé sa mise en place? Donc, je me fais le devoir de vous présenter ce parquet. Vous avez moi-même Annie Touré, procureur spécial, Madame Joséphine Lori Tengiano, substitut du procureur, Monsieur Lazare Mamadi Boré, à côté d'elle, est également substitut du procureur. Vous avez monsieur, à côté de moi, Monsieur Daouda Sadio Doumbouya, il est le responsable du greffe du parquet de la CRIEF. Donc, voici l'équipe du parquet de la CRIEF qui va se prêter à vos questions et préoccupations pour cet après-midi. Je vous remercie et je passe la parole à Madame Joséphine Lori qui va communiquer sur les différents points que je viens de détailler pour que suivent les questions de la. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Avec la permission de Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le procureur spécial, l'honneur me revient de vous faire une présentation de la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui est une juridiction de référence en Guinée. Depuis plusieurs années, la République de Guinée a entretenu un climat d'impunité, surtout pour les personnalités en charge de la gestion de la chose publique. La corruption dans la passation des marchés publics et le détournement des deniers publics étaient devenus monnaie courante. L'arrogance et l'étalage ostentatoire des biens mal acquis provenant des caisses publiques soutenaient l'enrichissement illicite. À la faveur du changement politique intervenu le 5 septembre 2021, le Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, ainsi que le gouvernement ont entamé de profondes réformes institutionnelles tendant à rompre avec les pratiques du passé et moraliser la gestion de la chose publique. Plusieurs moyens ont été déployés par l'État à cet effet, notamment la création d'une juridiction chargée de réprimer les comportements délictueux dans le secteur économique et financier et recouvrer les avoirs criminels. C'est la CRIEF. Créée suivant ordonnance numéro 007 PRG /CNRD /SGG du 2 décembre 2021, amendée par celle numéro 008 du 6 décembre 2021. La CRIEF est une juridiction spéciale dont la compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Quant aux infractions suivantes, dont le montant est égal ou supérieur à 1 milliard de francs guinéens. Les soustractions et détournements commis par les agents publics, la corruption des agents publics nationaux, étrangers et internationaux, la corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics, la corruption dans le secteur privé, les infractions relatives à la direction, à l'administration et au contrôle des établissements publics, administratifs et des entreprises publiques et semi-publiques, les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions, les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie, les infractions au contrôle des changes, le détournement des prêts consentis ou garantis par l'État, le blanchiment des capitaux et les infractions assimilées, les infractions définies par l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales
et aux groupements d'intérêt économique, le trafic d'influence, l'abus de confiance, l'enrichissement illicite, le délit d'initié, les infractions au règlement sur les maisons des jeux. Elle est également dotée des attributions de la Haute Cour de justice, notamment celles relatives aux crimes et délits économiques et financiers, conformément aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. La création de la CRIEF répond à un triple intérêt: sanctionner les auteurs des délits économiques et financiers, décourager les éventuels candidats à ces genres de pratiques, soulager les victimes et moraliser la gestion de la chose publique. La CRIEF offre des garanties procédurales de respect des droits humains et l'assurance d'une justice, d'un procès juste et équitable, notamment le double degré de juridiction. L'article 11 de l'ordonnance numéro 007 institue 4 chambres au sein de la CRIEF: la chambre de jugement, la chambre de l'instruction, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, la chambre des appels. Tel que prévu par cette disposition, les décisions de la chambre de jugement sont déférées devant la chambre des appels en cas de recours. Les décisions de la chambre de l'instruction sont susceptibles de recours devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. L'assistance obligatoire d'un conseil. Toute personne poursuivie devant la CRIEF a droit à un avocat. En cas de nécessité, il est procédé à la commission d'office et c'est l'article 13, alinéa 5 qui prévoit. Par rapport à l'imprescriptibilité, j'y arrive, de toutes les infractions de sa compétence, permettant à toute personne se sentant lésée par une infraction de la porter à la connaissance du parquet de la CRIEF à tout moment. L'élimination des immunités et privilèges de juridiction. L'ordonnance numéro 008 portant amendement de celle numéro 007 relative à la CRIEF restaure une véritable justice égalitaire et équitable pour tous en son article 2, faisant ainsi sauter le verrou des immunités et privilèges de juridiction. La rétroactivité de sa compétence. La CRIEF est compétente pour connaître de toutes les infractions, je dis bien de toutes les infractions, même antérieures à sa création. Et c'est l'article 4 de l'ordonnance numéro 008 qui prévoit. Par rapport à son fonctionnement, la CRIEF est composée d'un siège, d'un parquet et d'un greffe. Excusez-moi. Le siège est présidé par un magistrat nommé conformément au statut de la magistrature. Il préside les audiences solennelles et les assemblées générales. Il est de droit le président de la chambre des appels. La chambre de jugement, elle est composée de 5 magistrats au moins et siège en formation collégiale avec un président et 2 assesseurs. Ces décisions sont susceptibles de recours devant la chambre des appels. La chambre de l'instruction, elle est composée d'un président et 4 autres magistrats au moins. L'instruction est également collégiale. La chambre de l'instruction est saisie par le parquet suivant réquisitoire introductif et fonctionne suivant les règles relatives à l'instruction préparatoire. Ces décisions sont attaquables devant la chambre de contrôle de l'instruction. La chambre spéciale de contrôle de l'instruction, elle est composée de 3 magistrats, elle siège en formation collégiale et ses décisions sont susceptibles de pouvoir devant la Cour suprême. La chambre des appels, elle fonctionne avec un président et 4 conseillers. Elle est composée de 7 magistrats au moins, dont un président. Elle est le second degré de la chambre de jugement. Le parquet.
Il est dirigé par un procureur spécial, assisté de substituts. Il reçoit des dénonciations et plaintes venant des particuliers ou de l'agent judiciaire de l'État. Il peut saisir la chambre de l'instruction ou saisir directement la chambre de jugement selon les cas. Il peut également saisir les officiers de police judiciaire à l'effet de procéder à une enquête préliminaire. Il assiste aux audiences de toutes les chambres de la CRIEF. Par rapport au greffe, il est dirigé par un chef de greffe, assisté de plusieurs greffiers repartis entre les différents services de la CRIEF. Alors, en résumé, je vais m'atteler un peu, parler des statistiques des dossiers reçus au cours de cette année. Par rapport au nombre de dossiers en instance, l'instruction 26, jugement 2, au total 28 dossiers reçus. Le nombre des inculpés ou des prévenus, personnes physiques en détention 8, en liberté 106, au total 114. Les personnes morales 7. Voici la présentation de la CRIEF. Je vous remercie. Madame la substitut du procureur, à présent, le procureur spécial va monter dans l'officier le débat avant justement la séance de questions-réponses. Deux ou une seule personne. Mais il faut rapprocher un peu le micro. Une seule personne pour déplacer les micros, ça va être on est bien fait là-bas. Doucement. Une seule personne puisse déplacer les micros. Chef, la bouteille. Merci pour cette présentation claire et précise de la CRIEF. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, et ceux qui nous suivent, chacun a une idée de ce qu'est réellement la CRIEF. Je vais ainsi passer la parole au procureur spécial qui va se prêter aux séries de questions-réponses. Merci. Merci, monsieur le chef de cabinet. Merci d'avoir pris votre temps pour encore une fois rester avec nous, malgré votre calendrier qui est très chargé. Merci. Alors, chers invités, vous venez de suivre avec attention la communication de notre collègue, Madame le substitut procureur, pour nous briefer sur le contexte, comme je l'ai dit, de la création de la CRIEF, ses attributions, ses compétences, les garanties procédurales que la CRIEF offre à toute personne poursuivie devant elle et les statistiques des activités judiciaires que nous sommes en train de mener jusqu'à date. Alors, selon le programme décliné par le chargé de communication du ministère de la Justice, nous allons passer à la phase des questions.
je pense, M. Traoré. Monsieur le procureur. Voilà, c'est pas comment vous avez l'habitude de procéder. Est-ce qu'on va aller directement ou bien On va s'organiser d'abord. Voilà. Dans un premier temps. Et je voudrais bien que vous acceptiez. Voilà, Voilà. Les gens peuvent poser les caméras et aller s'asseoir, je pense. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Bonnie est en train de faire la liste. On va commencer d'abord avec un groupe de 5. Mais il n'y a pas de problème, on va aller avec ça. Pour la question. Ceux qui sont au cadrage, acceptez de rester à l'extrémité. Vous savez, souvent, en tant que journaliste, vous avez envie de regarder dans les yeux votre interlocuteur. Félicitations. Voilà. Ceux qui ont des trépieds déjà peuvent poser. Ah oui. Il y a Bala Yogo. Le Guéli. Oui. Au revoir. On va attendre le porte-parole là-bas. Bon, monsieur le procureur, c'est Bala Yogo ici, le Guéli.com. Et il y a quelques jours, vous avez procédé à l'audition de M. Tibou et de M. Ismaël. Et on s'est rappelé que M. Tibou, jusqu'à présent, il est chez lui. Établi que M. Ismaël coupé en prison au même moment que M. Duba est le l'ancien de la 5. Dites-nous pourquoi ces deux points de mesure. Merci. Monsieur le procureur, vous allez le prendre progressivement ou bien vous allez... Non, nous recensons les 5 premières questions. D'accord. Nous allons les évacuer quand on finira. Bonjour monsieur le procureur, je peux dire cette fois. Je suis pas là. S'il vous plaît, est-ce que ceux qui sont là peuvent s'asseoir pour que nous puissions voir ceux qui sont là? Chers confrères, acceptez. Voilà, ma question est de savoir, dans votre procédure... Mais où c'est lui qui est en train de parler? Je suis devant vous. Oui, mais je ne vous vois pas parce que... Je suis là avec vous. Voilà, le leader de ce point je travaille pour Guinée 7.com. Et dans votre procédure, il y a beaucoup de personnes qui disent que vous ne respectez pas la présomption d'innocence des présumés coupables. Qu'en dites-vous? Et en plus encore que vous visez plus les anciens, les membres, les postes d'Alpha Condé, tandis qu'il y a d'autres dossiers qui existaient déjà avant l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Siba Guinawogi, Afrique à Guinée, c'est là. Bonjour monsieur le procureur et à l'ensemble du parquet. Je suis Guinawogi Siba, journaliste à Afrique à Guinée. Moi j'ai deux questions. La première c'est un dossier qui a fait vraiment assez de bruit dans la presse. C'est le cas de Dame Emeline Fola Mansari. Elle est nourrice. Il paraît qu'il y a eu des demandes de mise en liberté qui vous avez été émises, mais jusqu'à présent elle n'est pas encore libérée. Il y a déjà des actifs des droits de l'homme qui ont haussé le droit pour dire qu'elle doit s'occuper de son bébé. Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, une date est prévue pour l'ouverture du procès des dossiers déjà traités. Merci. Mohamed Kamba. Bonjour, moi je suis Barmatian et j'écris le site adapta.com également, je travaille pour la radio continentale. Par rapport à... je voudrais juste comprendre, monsieur le procureur, parce que la grief, franchement, c'est... on parle de chiffres, on parle de l'économie, on parle de l'argent. Est-ce que dans la composition de la grief, est-ce que vous avez des compétences des économistes qui peuvent quand même cerner certaines choses quand vous avez affaire avec des spécialistes et par rapport
qui pourrait manipuler les chiffres des membres? Est-ce qu'il y a ces compétences au niveau de la CRIEF? Est-ce que, par exemple, un cas peut se produire du côté de Kissitougou ou bien très loin de Conakry? Je veux juste savoir comment vous faites réellement pour être en position. Est-ce qu'il n'était pas aussi bien qu'il y ait une branche de la filière qui peut même gérer des choses un peu loin de Conakry? Voici juste ça. La quatrième. Bonjour, je suis Émilie Barbora, journaliste à la radio FM. Au fait, monsieur le procureur, ma question a été déjà posée par Siba. Je voulais avoir une idée sur la date du début du procès, parce qu'on a déjà entendu assez de dossiers, les noms datent dans plusieurs dossiers, et quand est-ce la date du procès? Alors, je vous remercie pour toutes vos questions. Je voudrais commencer par une mise au point, juste un rappel. Pour ceux qui déclinent leur identité, ce serait mieux que vous commenciez par le prénom et ensuite dire le nom. Parce que la loi dans notre pays dit que pour décliner une identité, on commence par le prénom et le nom suit. Donc moi, je suis Ali Touré, je ne suis pas Touré Ali. Monsieur Guilavogui, vous êtes Siba Guilavogui, vous n'êtes pas Guilavogui Siba. Voilà, je voudrais, parce que c'est des occasions pour lesquelles nous vous informons de ce qu'il y a dans nos différents textes. Vous êtes des spécialistes en communication. Le droit, c'est aussi un autre secteur de la vie. Voilà, pour ceux qui ont de la culture générale le savent, mais il est mieux que les spécialistes que nous sommes puissent vous informer de certaines situations qui sont dans nos textes et que vous n'avez pas eu le temps de lire. Voilà. Alors, la première question, ils disent que la CRIEF a entendu beaucoup de personnes, surtout les premiers dossiers. Thibou a été entendu, il a été placé sous contrôle judiciaire. Monsieur Ismaël Djubaté et Dame Evelyne Fola ont été également inculpés devant la CRIEF. Mais dans le même dossier, les deux ont été placés sous mandat, tandis que Thibou a été placé sous contrôle judiciaire. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? C'est peut-être un langage journalistique, deux poids, deux mesures. Nous ne l'entendons pas sous ce angle. Encore que c'est un dossier que le parquet a reçu du tribunal de première instance de Kaloum. Vous savez, lorsque la CRIEF a été créée, l'ordonnance qu'il a créée a dit que lorsque les dossiers relevant de la compétence de la CRIEF sont pendants devant les juridictions de droit commun, sur réquisitoire du procureur de ce tribunal, les dossiers sont transmis au parquet pour être traités au même niveau de jugement. C'est-à-dire, si c'est au niveau du parquet, ça vient carrément chez au parquet. Quand c'est au niveau de l'instruction, ça va directement au niveau de la chambre de l'instruction. Quand c'est au niveau des appels, ça va directement devant la chambre des appels. Quand c'est au niveau du jugement, au niveau des juridictions de droit commun, quand ça vient à la CRIEF, ça continue à la chambre de jugement. Voici l'équivalence qui a été établie entre les juridictions de droit commun et la CRIEF pour cette phase transitoire. Alors, le dossier de Evelyne Mansari, Thibou Camara et Ismaël Djubaté est venu à la phase de l'instruction. Nous avons saisi la chambre de l'instruction. La chambre a interrogé ceux-là que je viens de citer en première comparution, les a inculpés et en fonction des réalités du dossier, la chambre a estimé que M. Thibou Djubaté et Thibou Camara devaient être placés sous contrôle judiciaire compte tenu des charges qu'ils ont constatées dans le dossier. Ismaël et Evelyne ont été placés sous mandat. Encore que dans nos demandes, notre réquisitoire à nous, dans la demande que nous avons formulée devant la chambre de l'instruction, nous avons dit que ces trois devaient être détenus de façon préventive.
Mais les magistrats de siège sont indépendants. Ils ne sont pas liés parce que nous leur demandons. Ils peuvent aller dans le sens de notre demande, tout comme ils peuvent prendre le contre-pied. C'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas d'ordre à donner à la chambre de l'instruction. C'est la chambre qui a estimé, dans sa propre conviction, que Tibou devait être placé sous contrôle judiciaire et les deux autres en détention. Voici les détails de cette affaire. La deuxième question, est-ce que la présomption d'innocence est évidemment respectée devant la CRIEF? Absolument. La CRIEF, ce ne sont pas les présumés coupables qui viennent devant la CRIEF. Ce sont les suspects qui viennent devant la CRIEF. Même le langage que les journalistes utilisent aujourd'hui pour dire les présumés coupables, non, c'est une expression incongrue. Lorsque quelqu'un est poursuivi devant une juridiction, soit il est suspect, lorsqu'il est devant les officiers de police judiciaire, on l'appelle suspect. S'il vient devant le tribunal de jugement, on l'appelle prévenu, parce qu'il est prévenu d'avoir commis quelque chose, donc on l'appelle prévenu. S'il est devant les magistrats instructeurs, l'équivalent chez nous c'est la chambre de l'instruction, on l'appelle inculpé. Voici cette différence de terminologie qu'il faut faire. Alors, elle vous a décliné dans sa communication les garanties procédurales que la CRIEF offre à toute personne poursuivie. Chez nous, l'assistance d'un conseil d'un avocat est obligatoire. Si un prévenu devant la CRIEF, un inculpé devant la CRIEF n'a pas les moyens de se faire un conseil, de se faire assister par un avocat, l'obligation est faite à l'État de lui en commettre un pour assurer sa défense. Et donc, toute personne poursuivie devant la CRIEF est présumée innocente jusqu'à ce que, par décision, soit la juridiction de jugement, soit la juridiction des appels déclare cette personne coupable des faits qui lui sont reprochés. La présomption d'innocence, c'est un principe sacro-saint que tout juriste connaît. On l'enseigne même en première année de droit pour toute personne qui veut faire droit. Et ce n'est pas ce principe qui va manquer à des praticiens qui sont déjà dans la pratique, qui sont déjà dans les juridictions. Donc je rassure que la présomption d'innocence est bel et bien respectée devant la CRIEF. Voilà. Bien. Quelqu'un a demandé pourquoi ce sont les membres du gouvernement précédent qui sont poursuivis devant la CRIEF et non ceux qui ont géré bien avant. Non. Vous savez, la CRIEF a été créée dans le tas. Dans le contexte de création, elle vous a rappelé que la Guinée était un centre de corruption par excellence, un centre d'enrichissement par excellence, malgré qu'on a tous les instruments dans notre pays chargés de lutter contre la corruption. Nous avons l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Nous avons l'ORDEF, l'Office de répression des délits économiques et financiers. Nous avons l'inspection d'État. Nous avons la CENTIF, la cellule de renseignement, de traitement des informations financières. Nous avons tous ces organes, mais le pays continuait de sombrer dans la corruption qui ne pouvait pas dire son nom, au sens premier du terme. Et donc, lorsque la CRIEF a été créée, il y a des rapports qui ont été établis et qui dormaient. Il y a des inspections qui sont passées dans différents services ministériels. Il y a des audits qui ont été menés. Tous les résultats de ces différents travaux étaient stockés parce qu'ils ne trouvaient pas de répondant pour donner une suite judiciaire à ceux qui étaient déjà compilés dans les documents. À la création de la CRIEF, les dossiers ont été transmis, donc quitté les couloirs de la présidence, transmis à l'inspection d'État. De l'inspection d'État, ça a été transmis à l'agent judiciaire de l'État. Ce sont ces différents rapports, ces différents résultats d'audit qui ont été reçus à la CRIEF. Et quand ces dossiers viennent, ils méritent une analyse préalable, un examen approfondi pour voir qu'est-ce qui est infraction,
qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui est infraction, comment peut-on la qualifier pour ne pas mettre les magistrats instructeurs dans l'impasse? Il est du devoir du procureur spécial et de tout son parquet de faire une analyse minutieuse des dossiers, des rapports d'audit que nous avons reçus pour pouvoir saisir soit la chambre de l'instruction, soit les officiers de police judiciaire pour approfondir ce que nous avons trouvé dans ces organes. Et lorsque vous regardez les dossiers qui ont été transmis, il n'y a pas que les membres du gouvernement précédent qui sont dedans. Nous avons analysé et orienté le dossier de Erguiné. Nous sommes sur l'analyse du dossier de la vente des rails, du démantèlement du chemin de fer. Bientôt, ça va être transmis devant la chambre de l'instruction. Et ces faits sont passés bien avant ce que vous avez appelé la gestion du gouvernement précédent, bien avant. Donc, ce n'est pas une poursuite guidée que nous menons à la CRIEF, c'est vraiment une poursuite aplanie et qui intéresse tout ce qui a été commis dans ce pays. On vous l'a dit dans la communication, la CRIEF a une compétence rétroactive, ça veut dire qu'elle peut juger les affaires même qui se sont commises avant son installation. Et devant la CRIEF, les infractions qualifiées de crimes économiques et financiers sont des infractions imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de délai pour les poursuivre. Vous savez, dans le droit commun, les juristes qui sont dans la salle le savent, je le dis sous le contrôle de mes collègues, les délits se prescrivent pour un temps, les crimes également, les contraventions aussi. Quand vous êtes victime d'un crime, vous ne poursuivez pas au bout de 10 ans, vous tombez dans la prescription, vous perdez votre droit de poursuite. Quand vous êtes victime d'un délit, vous ne poursuivez pas au bout de 3 ans, vous perdez votre droit de porter plainte. Quand vous êtes victime d'une contravention, au bout d'1 an, si vous n'agissez pas, vous perdez votre droit. Mais devant la CRIEF, lorsqu'il s'agit des infractions économiques et financières, quel que soit le temps, même si c'est 50 ans après, et bien sûr on ne va pas continuer d'être pendant 50 ans, mais les gens qui seront là pour animer la CRIEF peuvent poursuivre ces faits. C'est pourquoi nous disons que devant la CRIEF, les infractions sont imprescriptibles. C'est dans l'ordonnance qui crée la CRIEF, l'ordonnance qui vient amender l'ordonnance numéro 007. Bien, pour le cas de cette dame Evelyne Fola Mansari, les voix se sont élevées, c'est une nourrice. Elle a un bébé. Comment se fait-il qu'elle est en prison? Ce n'est pas le parquet qui l'a mise en prison. C'est la chambre de l'instruction qui a décidé de la placer sous mandat de dépôt, au même titre que Ismaël Jubaté. Ses avocats, en compagnie des avocats d'Ismaël Jubaté, ont dit qu'ils ne sont pas d'accord sur la décision qui a placé leur client sous mandat de dépôt. C'est leur droit. C'est pourquoi on vous a dit qu'il y a beaucoup de garanties procédurales qui sont offertes aux justiciables devant la CRIEF. Les avocats ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont déféré la décision de la chambre de l'instruction devant la chambre de contrôle de l'instruction, qui est le second degré de la chambre de l'instruction. Donc, qui est une instruction de recours des décisions prises par la chambre de l'instruction. Cette chambre a programmé l'audience, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a eu un problème. Elle a siégé, la chambre, elle a pris une décision infirmant la décision plaçant les gens sous mandat de dépôt. Donc, la chambre a dit que les gens devaient être libérés. C'est ce que la chambre a dit. Nous étions présents à cette audience, le parquet bien sûr. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'à l'entame de l'audience, nous avons signalé au président de la chambre que sa composition est irrégulière. Malgré tout, elle a tenu à siéger. On vous a rappelé dans l'ordonnance qui crée la CRIEF que toutes les compositions de la CRIEF, toutes les formations, que ce soit au niveau de la chambre de jugement, que ce soit au niveau de la chambre des appels ou la chambre spéciale de l'instruction, toutes les chambres siègent en formation collégiale.
soit 3 ou 5 magistrats. Dans le cas de Dame Evelyne, le président devait siéger avec 2 autres magistrats qui devaient être ses assesseurs conseillers. Malheureusement, le président de la Chambre n'a pas respecté cette exigence légale. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord, nous partons devant la Cour suprême. Nous avons fait notre déclaration de pourvoi, nous avons fait la requête en pourvoi, ces documents ont été signifiés. À l'heure où je vous parle, le dossier est pendant devant la Cour suprême. Donc, ce n'est que cette instance qui pourra décider du sort de ce dossier devant la Cour suprême en pourvoi. Donc, ce n'est pas un refus ou que le parquet de la CRIEF a un caillou à la place du cœur, comme ça a été martelé dans les médias. Non, non, non. Nous sommes des humains. Avant d'être magistrats, nous sommes humains. Nous avons au sein de la CRIEF une dame qui est procureure. Elle est là. Elle a fait des maternités. Elle sait, elle connaît. Si nous ne savons pas, parce que nous sommes des hommes, mais elle sait ce que c'est qu'une relation mère-enfant. Surtout que quand l'enfant est en train de téter. Nous le savons. Mais encore faudrait-il qu'on soit en conformité avec les règles. Il faut respecter la loi. Moi, je n'ai rien contre cette dame. Je n'ai rien contre Ismaël Dubaté. Mais lorsque la décision ordonnant leur liberté a été prise en toute illégalité, nous sommes quand même un parquet qui est chargé de rappeler l'existence des textes et d'exiger à ce que les textes soient respectés. Nous avons fait ce que la loi nous prescrit. Si vous n'êtes pas d'accord sur une décision de la Chambre des appels, de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, partez devant la Cour suprême. C'est ce que nous avons fait. Donc la Cour suprême va décider quel va être le sort de cette affaire. Bien. Nous avons été créés la CRIEF, mais nous avons trouvé un siège dans le TAP, l'ancien siège du ministère des Affaires étrangères. Vous savez, ils ont un site à Coloma. Ils sont partis là-bas. L'ancien siège qui abritait le ministère des Affaires étrangères, nous sommes venus là. Mais la salle des fêtes que nous avons trouvée là-bas n'était pas une salle propice aux audiences judiciaires. Alors nous avons fait appel à un entrepreneur qui a été choisi conformément aux règles de passation des marchés publics. Il faut que nous le signalions. Voilà. Conformément aux règles exigées dans la passation des marchés publics, il a été choisi et il est en train de travailler par rapport à la rénovation et au cloisonnement de la salle d'audience. Hier, j'ai fait l'état des lieux avec lui. Il nous a dit que la salle va être prête à la fin de ce mois. Donc, certainement en début avril, vous allez avoir droit aux premières audiences de la CRIEF. C'est cela. On va aller avec la seconde paire des 5 questions. M. Traoré. S'il vous plaît, il reste une petite particule de questions. Oui. Bien, c'est la question de notre frère. La CRIEF étant spécialisée, étant une juridiction chargée de réprimer les infractions économiques et financières, est-ce que nous avons avec nous des experts économistes pour pouvoir lire certains aspects de certains dossiers? J'espère que c'est cela la question. Bien. Les membres de la CRIEF, moi je n'étais pas là lorsque les nominations se faisaient, parce que je ne suis pas membre du Conseil supérieur de la magistrature, mais j'ai comme l'impression que la sélection a été objective. Parce que les membres de la CRIEF ont des compétences en matière d'enquête financière. Le ministère avait demandé à un moment le CV de tous les magistrats. Je pense que c'est en fonction de l'exploitation qui en a été faite que certaines personnes ont été choisies. Experts comptables, de faire appel à des personnalités ressources qui pourront nous aider à lire certains documents. L'ordonnance numéro 007 qui crée la CRIEF a dans une de ses dispositions. De ce côté, nous sommes suffisamment outillés, mais ça ne nous empêche pas, puisqu'on ne peut pas connaître tout, de faire appel à des personnalités ressources qui ont des compétences plus avérées que nous dans des domaines spécifiques. Voilà. Les audiences, les cas qui se commettent à l'intérieur du pays,
Nous avons un mécanisme de fonctionnement qui est très élargi. Nous avons les procureurs de la République de ces localités-là que nous appelons souvent lorsque nous avons des dénonciations dans ce cadre-là. À travers ces procureurs d'instance, nous parvenons à atteindre les officiers de police judiciaire de ces localités. Nous avons reçu des dénonciations à partir de Bokeh. Les poursuites ont commencé. Nous avons reçu à partir de Sigiri. Les poursuites ont commencé. Nous en avons reçu à partir de l'Abbé. Les poursuites ont commencé. Donc, chaque fois que nous recevons, nous mettons le mécanisme en place et les poursuites commencent tout à l'heure. On joint le procureur de la République puisque c'est lui qui est chargé de diriger les activités des OPJ de sa localité. Nous lui demandons de nous indiquer un OPJ compétent pour pouvoir le saisir de telle ou de telle affaire. Donc c'est comme ça que nous procédons. On en a fait à Bokeh, à l'Abbé, à Sigiri, à plusieurs endroits. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous remercie. Voilà, on me met l'article sous les yeux. Toutefois, sur réquisition conforme du procureur spécial près la Cour de répression, le président peut, par ordonnance, faire tenir les audiences en tout lieu du territoire de la République de Guinée. Ça, c'est par rapport aux audiences qui peuvent être tenues à l'intérieur, que nous appelons dans notre langage audiences foraines. Voilà. Je vous remercie. On va évoluer. Merci, monsieur le procureur spécial. Merci aux membres du parquet spécial de la CRIEF. Et nous allons entamer la deuxième phase de la série questions-réponses. Monsieur Seydou Bali de Mosaïque Guinée. Bon, le micro pour Seydou. On va évoluer comme ça. S'il y a des questions qui peuvent aller, si vous voulez répondre aux questions, vous manifestez. On lui a dit à Lazare, envoie ça sur Lazare. Envoie ça à Lazare. Ça, c'est pour toi. Voilà. Je vous écoute. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, Saïdou. Une petite histoire. Quand nous étions enfants, on entendait parler des dossiers de détournement de 1874. Puisque la CRIEF du code constitutionnel. Après, on entend de toute façon. Alors, tenez ça. Je disais que quand nous étions enfants, on entendait parler d'un dossier de détournement de 274 milliards. Et celui qui serait accusé, il serait aussi l'un des étudiants des plus riches dans l'université après le prétendu détournement. Et puisque la CRIEF peut revenir sur des dossiers de 20 ans, 30 ans, est-ce que ça pourrait intéresser la CRIEF pour pouvoir vous élucider la question? Merci, monsieur Barry. Monsieur Mamadouba Bangoura, Continental FM. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. Bangoura Mamadouba de la radio Continentale. Ça ne finit pas. Vous êtes Mamadouba Bangoura. D'accord. J'avais deux questions. La première est répondue. Alors, la deuxième question, est-ce que vous avez une brigade spéciale avec qui vous travaillez? Si vous n'en avez pas, est-ce que ceux qui vous accompagnent actuellement ont aussi prêté serment comme vous l'avez fait? D'accord. Merci, monsieur Mamadou Bangoura. Ouma Kamara de la radio Nostalgie. Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Kamara Ouma de la radio Nostalgie de Fama. Récemment, on a vu un papier sur les réseaux sociaux plaisant cas d'interpellation de notre Diallo, ex-ministre de la Défense que l'on a reçu. Est-ce que ce papier est authentique? Merci. Merci, monsieur Kamara. Monsieur Amadou Tidiane Diallo, de Guinée 360. Bonsoir. Monsieur Amadou Tidiane Diallo, de Guinée 360. Vous avez parlé de personnes
des personnes physiques, au nombre de 8. Nous voulons savoir ces personnes. C'est les personnalités morales qui sont au nombre de 8. Oui. Et les personnes, non, vous n'avez parlé de personnes morales, c'est des personnes physiques de 8. 106. En détention 8. Détention, ah oui, détention 8. Donc nous voulons savoir ces personnes-là. Vous pouvez nous décider, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Merci, monsieur Diallo. Et monsieur Moussa Sepatamara de Dioma TV. Il est devant ici. Bonsoir, Moussa Sepa Kamara du groupe Dioma TV. Voilà, ma question est simple. Quel est l'article qui stipule que si un suspect ou un prévenu passe devant la CRIEF, est automatiquement renvoyé au niveau de la maison centrale? Est-ce que dans ce cas, le respect des principes basiques de la loi sera dans la mesure où tous qui sont passés devant la CRIEF, je donne peut-être l'exemple du cas de l'ex-ministre du budget, Duraté, mais également le DG du faire également, qui sont également autonomes. Et quel est l'article qui stipule réellement qu'un citoyen passe devant la CRIEF qui se retrouve à la maison centrale? Voilà, merci. Je crois que le nombre interne, monsieur le président, il y a déjà 5 questions. Est-ce que vous voulez Je crois que Oui, vas-y. la présence c'est monsieur Nazar qui va prendre la parole. Merci. Merci, monsieur le procureur spécial. Et tout à l'heure, nous avons suivi avec attention et intérêt. Ah ben, moi je suis habitué. J'ai noté quelques questions. Le procureur va compléter le Non, c'est bon, c'est juste. C'est bon? C'est bon? Voilà, je disais tout à l'heure que nous avons suivi avec intérêt la communication faite par Madame Joséphine Loli, substitut du procureur spécial. Et dans un pan de sa communication, elle vous a donné les statistiques des dossiers que nous avons reçus et fait également état de la situation carcérale de certains d'entre certains inculpés. Et à la lecture donc de ces statistiques, on se rend compte que contrairement à ce que beaucoup penseraient, la CRIEF aujourd'hui n'est pas un paravent pour aller en prison, puisque on vous a dit que sur 114 dossiers, 114 inculpés, 106 sont en liberté. Sur 114 inculpés, 106 sont en liberté. Donc c'est vous dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les juges d'instruction de la chambre qui compose la CRIEF ne sont pas là que pour placer des gens en détention. Ils font la part des choses. Certes, il y a des noms qui attirent l'attention plus que d'autres. Et c'est l'occasion de faire appel à la presse que vous êtes à aller vous intéresser de plus près. Puisque lorsque on parle de Ismaël Dubaté, on parle de Thibou et autres, on pense que l'ensemble des inculpés aujourd'hui sont détenus. Et donc, au vu du rapport qu'on a lu ici, vous voyez que l'écart est énorme. Donc, seuls 8 inculpés aujourd'hui sont détenus. Donc, vous voyez l'écart, c'est un fleuve entre les personnes détenues et les personnes aujourd'hui en liberté. Alors, la CRIEF, c'est une juridiction. Et comme toute juridiction en République de Guinée, elle collabore avec les officiers de police judiciaire.
Et les policiers de police judiciaire sont investis d'un certain nombre de prérogatives. Mais pour les exercer, non seulement ils ont la formation, le grade qui les confère ainsi cette activité, mais aussi, au-delà, ils sont habilités par monsieur le procureur général. Donc, tout officier de police judiciaire qui concourt au traitement des dossiers que nous connaissons au niveau de la CRIEF sont des officiers de police judiciaire qui sont habilités. Bien évidemment que nous avons aussi des services spécialisés, comme l'inspection générale d'État, qui ont des prérogatives, des textes qui les créent et qui les réglementent. Certes, ceux-ci ne sont pas habilités, mais c'est des inspecteurs qui sont, c'est pas des policiers, c'est des spécialistes dans le domaine d'enquête financière. Nous avons également la CENTIF, dont la plupart des dossiers que nous avons aussi aujourd'hui proviennent. Donc voilà les services qui collaborent avec nous, qui sont chacun en ce qui le concerne des spécialités et des spécialisations. Alors, par rapport à la première question, il vous a été dit ici que aucun crime, aucun délit n'est prescrit auprès de la CRIEF. Et l'intérêt de cette conférence de presse, c'est de dire à la presse que vous êtes les premiers lanceurs d'alerte. Donc, les dénonciations peuvent provenir de vous aussi. Si vous avez, ne serait que des bribes d'informations sur des cas de détournement, quelle que soit la durée ou le lieu de la commission, puisque nous avons une compétence nationale, vous pouvez, vous aussi, soit par écrit, et deux fois même en animant des activités au sein de vos radios et télé, nous les écoutons et ça nous permet de poursuivre certaines infractions de la sorte. Donc, si la presse, lanceur d'alerte par excellence, a des informations concernant des cas de détournement, eh bien, qu'elle ne s'en prive pas d'informer la CRIEF. Je vous remercie. Alors, merci. Ce que je voulais ajouter, surtout par rapport à là où il a terminé, c'est le cas de la presse. C'est le cas de la presse. Si je ne le dis pas, c'est franchement, je vais m'en vouloir. La majeure partie de nos informations nous sont données par la presse. Le matin, moi jusqu'à 10h, j'ai des travaux personnels, mais jusqu'à 10h, 11h, je navigue entre les radios, entre les sites. Je dis, j'écoute. Il y a plusieurs informations que j'écoute sur les radios, dans les sites, et souvent je contacte les journalistes eux-mêmes. J'ai lu ça sur votre site, j'ai écouté ça dans votre radio. Est-ce qu'on peut se voir pour que je puisse avoir plus d'amples informations? Et souvent, il y en a même, parce que vous avez des journalistes investigateurs, qui me donnent même quelques faux de dossiers. Et donc, c'est pour vous dire que nous comptons entièrement sur la presse par rapport aux travaux d'investigation que vous faites. Peut-être qu'on ne le fait pas dans le même but. Vous avez votre travail d'investigation. Nous avons notre travail de poursuite. Mais la CRIEF est un organe, est une juridiction qui peut être bénéfique pour tout le monde. Parce que le travail que la CRIEF fait, c'est un travail d'intérêt public. Donc chaque personne doit se sentir concernée par le travail de la CRIEF et des informations que vous glanez par-ci, par-là, parce que vous êtes des personnes qui avez de très grandes oreilles. Nous voulons vraiment être attentifs avec vous pour que nous puissions recevoir toute information que vous avez. Peut-être que nous allons les recevoir de façon lapidaire, mais avec les spécialistes que nous avons en matière d'enquête, nous allons approfondir pour transformer cela, si c'est transformable bien sûr, en infraction pour que nous puissions poursuivre. Il y a des questions qui n'ont pas été répondues. La convocation qui a circulé sur la toile, c'est la question de notre frère qui est à ma droite ici, par rapport à l'authenticité de cette convocation. C'est lui qui a fait ça, il a été très ingénieux.
Mais on a ouvert une enquête à ce propos parce que cette convocation que vous avez vue sur Internet n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique parce que les convocations de la CRIEF sont des convocations qui sont régulièrement signifiées par voie d'huissier. Lorsque la Chambre émet une convocation, elle transmet au parquet. Le parquet, en rapport avec les huissiers, remet les convocations aux huissiers à l'effet de les signifier aux personnes concernées. Ce n'est pas dans la presse ou sur Internet qu'une personne peut apprendre sa convocation. Ce n'est pas son interpellation même, mais sa convocation. Non. Si vous avez bien, en fait, vous n'êtes pas spécialiste de ces choses, mais si vous analysez très bien la convocation qui a circulé sur la toile, vous regardez à la marge, il n'y a rien n'est écrit. Je crois que le crime n'est pas parfait. Cela a sauté au faussaire. Les convocations de la CRIEF à la marge, il y a les marges, il y a les traces de notification. Mais les traces qui ont circulé, l'exemplaire qui a circulé, là-bas, il n'y a rien. C'est vide. Vous pouvez aller revoir encore. À tel point que l'avocat lui-même de celui qui est concerné est venu à la CRIEF pour dire qu'il vient déposer une lettre de constitution parce qu'il a appris que son client est convoqué devant la CRIEF. J'ai dit, mais maître, s'il vous plaît, est-ce que c'est par Internet que vous apprenez la convocation de votre client? Il dit non, parce que j'ai vu, il ne faudrait pas qu'on soit fort trop par-ci par-là. J'ai dit non, restez tranquille. Si la CRIEF a besoin de votre client, un huissier ira à son domicile pour lui signifier régulièrement et en toute discrétion la convocation de la CRIEF. Et elle répondra, à moins qu'elle dise à quelqu'un d'autre, j'ai été convoqué à la CRIEF, donc c'est ébruité. Mais c'est l'huissier qui va régulièrement signifier à votre client. Il dit, vous pouvez recevoir la lettre de constitution. Je dis, pourquoi? Quelqu'un est constitué pour un individu qui est poursuivi quand même. Mais si nous n'avons pas quelque chose qui nous concerne ici, je dis non. Moi, je reconnais quand même que, en tant que parquet, nous avons fait une transmission à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale à l'effet d'interpeller certaines personnalités du gouvernement précédent pour les entendre sur des faits précis. Cette procédure suit son cours devant la gendarmerie. Et Dr Diané, dont il s'agit, est convoqué là-bas, je crois qu'il est même passé. Mais ce n'est pas devant la CRIEF qu'il a été convoqué. Bien sûr, le dossier qui est à la gendarmerie va finir à la CRIEF, mais on ne l'a pas convoqué directement là-bas. Donc, je dis et je réitère que la convocation qui a circulé sur la toile était vraiment une fuite en avant. C'est pas quelque chose qui est venu de la CRIEF. Voilà. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut aller beaucoup plus en profondeur pour qu'on dise les personnes qui sont déjà détenues et qu'on révèle leur identité devant la presse. Je pense qu'à la phase du jugement, ceux qui seront là dans la salle pourront être informés de l'identité complète des personnes qui sont inculpées devant la CRIEF. Pour les raisons professionnelles, je me garde, et de déontologie, je me garde, vous allez m'excuser très fort, mais je me garde avec tout mon parquet de relever ou de révéler leur identité publiquement ici. Ça sera un manquement grave à la déontologie et au professionnalisme qui doit incarner tout magistrat. Et l'instruction est secrète. Voilà, et surtout la détention et l'instruction est secrète. Et je crois que le procureur Lazare a répondu à ça, ceux qui pensent que lorsque vous venez devant la CRIEF, c'est la prison garantie. Non, hier, le directeur général de EDG était là-bas, son agent comptable également. Ils ont été entendus presque pendant 4 à 5 heures par la chambre de l'instruction. Mais ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont rentrés chez eux avec l'obligation de respecter certaines prescriptions que la chambre a défilées. Donc ce n'est pas, mon cher frère, la CRIEF n'est pas un couloir de transmission directement qui aboutit à la prison. Les magistrats sont réfléchis et ils sont indépendants dans la chambre de l'instruction. Voilà, je vous remercie. On a épuisé cette tranche de questions aussi.
Merci au brillant magistrat de la prière du parquet. Sato Ba, Média Guinée. Alors, bonjour, je suis Sato Ba de Média. Monsieur le procureur spécial de la CREM, vous avez entendu le responsable du régime de l'ancien président Fakonde dans l'affaire Nabaya Gate. Qu'en est-il de la principale concernée Zenab Nabaya, la Guinée en Sochi? C'est l'affaire entendue et quand? D'accord. C'est Aouratou. Espace fait. Bonsoir. Je suis Aouratou, journaliste à l'Espace. Les questions sont suivantes. La première, je vais revenir sur la question d'Oumar qui parlait du docteur Mondekani. Il dit qu'il n'a pas été convoqué par la CRIEF. Pourquoi la CRIEF n'a pas fait un communiqué à l'instant pour démentir l'information? Parce que ça a pris du temps à enquêter. Il fallait que son avocat se prononce. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur le procureur Ali Nicolé, qui était menacé. Je ne sais pas si vous avez porté plainte ou en avec le dossier. Et la dernière question est la suivante. Les personnes qui ont été entendues par la CRIEF, alors qu'elles ne sont pas pour le moment inculpées, est-ce qu'il y a une possibilité de les entendre si toutefois la CRIEF a de nouvelles preuves sur ces personnes? Quand je prends par exemple le cas de Kassori. Merci, madame. Merci, madame. Al-Seri Massiri Topana, la nouvelle ère. Mon cher ami, comment tu dois juste derrière toi? La nouvelle ère. Hein? Tu veux me faire marcher jusqu'ici? À quand cette nouvelle ère? Depuis l'arrivée du Seigneur. D'accord. Merci, monsieur le procureur. C'est Anthony Massé Fofana du journal La Nouvelle Ère. Monsieur le procureur, ma première question a été touchée tout de suite par un ami. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il y a un intérêt qu'on attache à cette question. C'est-à-dire, quelles sont les dernières nouvelles sur le dossier de l'ex-directeur général Nabaya Drami? Aujourd'hui, nous voulons aussi savoir la position de la Guinée dans le processus d'extradition d'un coupable ou d'un présumé coupable vers le pays. Et si la Guinée a bien ratifié cette convention, nous voulons savoir pourquoi certains ont encore tard à être extradés vers la Guinée. Merci, monsieur Kouba. Nous allons passer la parole à monsieur Oumar Bari de la direction de la communication, justement de la présidence. Ici, on est en panel. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Oumar Bari, de la direction de la communication et de l'information de la présidence. J'avais deux questions. La première a été déjà posée par ma consort Espace FM. La deuxième consiste à savoir si nous pouvons avoir en tant que médias une idée sur les peines minimales ou maximales qui pourraient être appliquées aux personnes recoupables, et ce en fonction bien sûr de l'ampleur des infractions économiques et financières, parce que vous dites que vous poursuivez les gens en fonction des infractions qui concernent 1 milliard ou des milliards d'euros. Merci, monsieur Barry. Avant juste de redonner la parole au parquet,
spécial de la CRIEF. Une petite information à l'attention justement de mes confrères journalistes. Les mails qui ont été recensés, nous sommes en train de vous envoyer la communication de la CRIEF dans vos différents mails. Donc, d'une minute à l'autre, vous allez recevoir. Monsieur le procureur spécial, vous pouvez reprendre la parole. Merci, M. Traoré. La première question. D'accord. C'est vrai qu'on a ouvert l'information contre Mme Zénab Dramé, Tibou Kamara, Ismaël Djubaté et Evelyne Fola Monsari. Les 3 derniers noms que je citais sont actuellement en Guinée et ils ont été entendus devant la chambre de l'instruction. La première, vous le savez, elle n'est pas en Guinée, mais il y a une convocation qui a été émise régulièrement à son adresse, qui a été signifiée à son domicile et signifiée à ses avocats. Je rappelle qu'elle a des avocats qui sont actuellement ici en Guinée. La convocation a été signifiée à ses avocats. La date de la comparution arrivée, les avocats sont venus voir la chambre de l'instruction pour leur faire savoir que leur client n'est pas en Guinée et qu'elle serait convalescente. Ils ont donc sollicité un délai de la chambre de l'instruction pour leur accorder le temps pour que cela revienne en Guinée pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Nous sommes à ce stade. En tout état de cause, qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, je suis sûr qu'elle va venir parce que les avocats l'ont dit. En tout état de cause, une procédure judiciaire est une procédure entière. Elle est entière parce que elle concerne des personnes qui sont sur le territoire guinéen et des personnes qui sont en dehors de notre territoire. Je vais profiter pour répondre à une autre question de cette série par rapport à l'extradition. À ce stade, on ne va pas parler d'extradition. Parce que les avocats sont venus nous dire et ils ont sollicité un délai pour permettre à cette dame de venir. La Chambre est en train d'observer ce délai. Mais je voudrais vous rappeler que les personnes qui sont poursuivies, si elles sont en dehors de la Guinée et qu'on sent un refus catégorique pour elles de rejoindre leur pays, nous avons des coopérations judiciaires bilatérales et multilatérales. On appelle ça la collaboration, l'entraide judiciaire internationale. La semaine dernière, j'ai échangé longuement avec le magistrat de liaison français qui est basé à Dakar, qui est dans ce rôle-là pour pouvoir aider les pays qui sont signataires de ces différentes conventions d'aide juridictionnelle, ces différentes conventions d'entraide judiciaire, de pouvoir atteindre les personnes et même les biens qui sont à l'extérieur. Donc, nous avons suffisamment ce mécanisme-là qui nous permet d'avoir des gens dans notre pays qui sont poursuivis devant les juridictions nationales. Dans ce cadre-là, nous n'avons aucune inquiétude. Nous savons que toute personne poursuivie devant la CRIEF viendra répondre devant la CRIEF ou on la fera venir. J'ai toujours dit aux avocats, faites en sorte que vos clients viennent d'eux-mêmes répondre devant la CRIEF. Parce que là, ils ont le temps de ramasser ce qu'ils veulent prendre et venir. Mais si on te fait venir avec ce qu'on trouve avec toi. C'est mieux pour mieux préparer la défense de vos clients. Ils n'ont qu'à rentrer répondre aux différentes convocations devant la CRIEF. Donc nous avons des mécanismes sérieux et objectifs pour pouvoir faire venir des personnes qui sont guinéennes et qui sont poursuivies devant nos juridictions. Voilà. Bien, par rapport à cette convocation qui a circulé sur la toile, on nous a reproché le manque de communication instantanée.
On est d'accord avec vous. On n'a pas communiqué sur le champ. Mais alors, les médias, vous avez vos programmes à vous. La CRIEF a son programme de communication. C'est vrai que les journalistes que vous êtes aimez le sensationnel, aimez les trucs frais du média, mais on ne va pas se prêter à ce jeu-là. Nous sommes sereins, nous communiquons de façon opportune. Nous communiquons lorsque le temps de la communication vient. Voilà. Et c'est aujourd'hui, nous avons pris le temps de communiquer. Nous avons suffisamment communiqué sur ce sujet et je pense que vous êtes édifiés par rapport à la convocation qui a circulé sur la toile. Je réitère que c'est une convocation montée de toutes pièces, que Dr Ghané, dont vous parlez, est certes sous procédure, mais pas actuellement devant la chambre de l'instruction. Il est sous procédure devant les officiers de police judiciaire de la DIJ. C'est là-bas il répond. Maintenant, les gens qui ont été entendus devant la chambre de l'instruction, qui sont rentrés chez eux, ils ont été inculpés. C'est-à-dire quoi? Que la chambre a porté à leur connaissance les faits qui pèsent contre eux. La chambre vous dit par exemple, c'est ça l'inculpation, monsieur Untel, la chambre vous dit, monsieur Barry, parce que c'est eux qui sont beaucoup fréquents dans les malfaiteurs là, monsieur Barry, vous êtes poursuivi pour avoir détourné plusieurs sommes d'argent, plusieurs milliards de nos francs au préjudice de l'État lorsque vous étiez ici, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Barry va répondre, monsieur le juge, messieurs les juges, j'ai bien entendu votre question, mais je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Les magistrats écrivent. Les magistrats rappellent à celui qui est devant eux, pour lui rappeler tous ses droits. Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État va vous en commettre un, ainsi de suite. Vous avez le droit de prendre connaissance des charges qui pèsent contre vous en écrit devant la chambre ici. Donc, bref, la chambre rappelle toute cette fourchette de droits qui garantissent la défense de celui qui est devant elle. C'est après cela, s'il y a matière à détenir l'intéressé, la chambre lui fait savoir, compte tenu des charges et de la pertinence des charges qui pèsent contre vous, nous prenons à votre encontre une mesure de détention provisoire. Ou bien, compte tenu des charges que nous avons lues sur vous, nous prenons à votre encontre une mesure de placement sous contrôle judiciaire avec à charge pour vous de respecter les obligations ci-après. C'est ça l'inculpation. C'est pourquoi vous voyez, certaines personnes sont inculpées, elles sont placées sous mandat, d'autres sont inculpées, elles sont placées sous contrôle judiciaire. Maintenant, il y a une deuxième programmation qu'on appelle interrogatoire sur le fond. Là, on vous a fait savoir les charges qui pèsent contre vous. On vous informe qu'à telle date, on va vous appeler pour vous interroger plus en profondeur sur les faits qui pèsent contre vous. Pendant ce temps, vous aussi, vous avez le temps de préparer, de réunir vos preuves et de préparer votre défense. Donc, les personnes qui sont passées devant la CRIEF en première comparution vont être rappelées pour être entendues plus en profondeur. Par rapport aux menaces dont j'ai fait l'objet, bon, c'est des choses que... Moi, j'ai porté plainte régulièrement devant le parquet général. Le parquet a transmis la plainte, puisque je loge à Taouya, le parquet a transmis la plainte devant le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixi. Taouya se trouve dans la commune de Ratoma. La commune de Ratoma fait partie des deux communes qui sont sous la compétence du TPI de Dixi. La plainte a été transmise à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. La plainte a été rédigée des mains de mon avocat, qui l'a déposée à ce niveau. Mon avocat est actuellement en rapport avec la DIJ. Ils sont déjà partis faire le constat chez nous, malgré qu'il y a un constat d'huissier.
la DIJ s'est déplacée, elle est partie faire le constat aussi, pour une question de reconstitution des faits. Donc la plainte suit son cours au niveau de la direction des investigations judiciaires. Et nous attendons la suite de l'enquête. Par rapport au quantum des peines, je pourrais... Voilà, par rapport au quantum des peines, nous allons laisser notre collègue, Madame Joséphine Lolite, apporter des éclaircies à ce niveau. Je vous remercie. Vous avez la parole. C'est pas branché. Oui, c'est pas branché. Tiens, Ok, pour répondre à une question là sur le quantum des peines, pour ce qui s'agit ici des personnes physiques, je pense que par rapport à la détention criminelle, c'est l'article 32, je pense, du Code pénal, qui prévoit que la condamnation à la détention criminelle est prononcée pour 5 ans au moins et 20 ans au plus. Et pour les peines correctionnelles, c'est l'article 33. Lorsqu'on parle ici des peines correctionnelles, on parle de l'emprisonnement, de l'amende, de l'interdiction à temps de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille. Ça pour les personnes physiques. Maintenant, pour les personnes morales, c'est l'article 84, même du Code pénal, qui prévoit que lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes. Soit c'est l'amende, donc la personne morale est condamnée au paiement d'amende, soit c'est la dissolution pure et simple de cette société. Ensuite, l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. Le placement pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, et ainsi de suite. Donc ce sont les dispositions de l'article 32 et 84 qui prévoient. Je vous remercie. Bien, merci Madame le procureur. Vous avez remarqué que pour les personnes morales, il n'y a pas matière à détention parce que on ne peut pas mettre une société en prison. La personnalité morale, c'est vraiment une fiction juridique, mais il y a des peines appropriées à celle-là aussi, telle qu'elle vous l'a déclinée. Voilà. Par rapport au cas Kassori, dans l'affaire Nabaya Gates, dans une de mes communications, j'ai signalé cet aspect. Les magistrats instructeurs sont saisis in rem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont saisis des faits. Ils ont été saisis des faits de détournement de deniers publics allant jusqu'à 131 milliards de francs guinéens. Nous avons saisi la Chambre d'un réquisitoire introductif avec des personnes nommément citées. Mais la Chambre, dans ses investigations, peut trouver que les personnes que nous avons citées là, en plus de ces personnes, d'autres ont posé des actes allant dans le sens de ce détournement, soit en qualité de co-auteur, soit en qualité de complice ou en qualité de receveur. Ces personnes-là, la loi permet à la Chambre de l'instruction d'élargir la poursuite à ces personnes pour les mettre dans le même panier que celles qui sont déjà déférées devant elles. Donc c'est un éventail qui est ouvert. Il n'y a que la Chambre et elle seule qui pourra la refermer et qui pourra le refermer. Donc, ce n'est pas exclu que d'autres personnalités du même gouvernement, si elles ont posé des actes allant dans le sens de ces infractions, soient interpellées et inculpées dans le même dossier que les 3 que nous avons, les 4 que nous avons préalablement envoyés devant la Chambre de l'instruction. Ce n'est pas exclu. C'est bon? Voilà. M. Traoré, cette paire aussi est épuisée.
Oui. Alors, juste une dernière question parce que le temps nous est imparti aussi. Voilà. Il y a M. Oumar Konaté de Konami.org. Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y. Éloigne alors. Voilà, c'est tout. Éloigne le micro. Voilà. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. Puisque ma question a été en partie répondue à madame, de nos jours, les personnes qui sont placées sous mandat de 2 fois à la maison centrale, en franc-parler, quelle est la durée de leur peine? Quelle est la durée de détention de ces personnes qui sont placées? La durée de leur détention. Mais combien de peines sont infligées comme l'amende qui sont infligées comme ces personnes? C'est pas infligé d'abord, peut-être que ça va être infligé. Ah, tu veux? Voilà, il n'y a pas de problème. Bien, merci. Vas-y. Mon micro ne tu as fermé. Voilà. Alors, il faut rappeler que en matière de détention préventive, il y a lieu de faire la distinction entre les délits et les crimes. Si les personnes inculpées et en détention préventive encourent une peine délictuelle, le juge d'instruction ne peut les détenir que 4 mois, renouvelables une fois. Donc, si on fait les calculs, ça fait 8 mois. Si c'est des peines criminelles qu'elles encourent, le juge ne peut les détenir que 6 mois, renouvelables une fois. Donc, ça fait 12 mois. Alors, je mets le bémol parce qu'il y a ces infractions où ces délais sont multipliés par 2, notamment en matière de blanchiment, d'enrichissement illicite. Mais je rappelle que ce sont des détentions préventives. Et à tout moment, lorsqu'il y a condamnation et que leur culpabilité est avérée, les délais, les temps déjà passés en détention sont comptabilisés dans les peines encourues. C'est-à-dire, si un inculpé est condamné à 2 ans ou à 1 an de prison ferme et qu'il a déjà passé 6 mois de détention préventive, il va sans dire qu'on va déjà décompter les 6 mois. Donc il va le rester 1 an et 6 mois. C'est la précision que je voulais apporter. Merci. Voilà, monsieur le procureur spécial, pratiquement nous arrivons à terme de cette conférence de presse, à moins que vous n'ayez une dernière communication. Bien, merci M. Traoré. Je remercie tous les journalistes qui sont présents dans cette salle pour avoir pris le temps et venir chercher l'information à la source par rapport à la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Je rappelle que c'est une première dans notre pays et pour les observateurs, nous sommes en phase d'expérimentation. C'est une juridiction qui exprime la volonté des autorités actuelles de rompre avec les pratiques du passé et de moraliser la gestion de la chose publique pour que enfin la Guinée et les Guinéens puissent bénéficier du fruit de leur richesse. C'est le combat de la CRIEF. Mais ce n'est pas que de la CRIEF seulement. C'est un combat de tous les Guinéens. C'est un combat de toute la Guinée. Tout citoyen épris de justice et de développement.
Parce que tant que notre pays est jonché par le détournement de deniers publics, tant que nous avons dans ce pays la corruption, l'enrichissement illicite, tout ceci apprenne ces différentes sommes dans les caisses de l'État. Et c'est dans les mêmes caisses de l'État que les projets de développement sont financés. S'il n'y a rien, on ne peut pas développer ces projets de financement. On ne peut pas financer ces projets de développement. Je fais donc un appel, je lance un appel à tout le monde, surtout pour les journalistes. Je n'arrête jamais de le dire. Depuis la création de la CRIEF, si la presse n'était pas libéralisée, la CRIEF n'aurait pas bien travaillé. Parce que la majeure partie de nos sources, nous les tirons de vos différentes émissions, de vos différentes alertes que vous faites souvent. Je voudrais inviter tout le monde donc à cet esprit. Continuez à lancer des alertes. Continuez de vos investigations. Nous avons besoin de vos concours pour que enfin nous rompions avec les pratiques rétrogrades, pour que notre pays puisse voir enfin le bout du tunnel. C'est par ces mots que je voudrais vraiment vous dire merci de votre déplacement et nous comptons entièrement sur vous. Je vous remercie.